Michael Fondeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'album. Avec vous, aujourd'hui, on va aborder de grandes questions qui taraudent toute la population de la planète, relative à son avenir, le réchauffement climatique, la biodiversité, mais à travers un regard, celui d'un photographe. Vous êtes par ailleurs, et on va l'expliquer aussi dans cet album, vous êtes scientifique de formation. Et donc, quand un scientifique fait de la photographie, il s'intéresse à ces grandes questions. Et le point d'attache ici, le point d'ancrage, c'est une exposition de photos qui est déjà en cours comme ceci, qui va durer jusqu'au 29 octobre au Forum des Pyramides à Welkenrad. Projet Kouyafiek, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. C'est un projet qui est relatif au Groenland. Donc, en quelques mots, mais vous allez pouvoir détailler ça dans cet album, une expédition à laquelle vous avez participé, mais qui comprend plusieurs aspects. Alors, il y a évidemment le reportage photo que vous avez fait, mais la rencontre avec les populations, et puis aussi, évidemment, projets scientifiques qui viennent se greffer sur cette expédition. En gros, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Donc, ici, le travail photo que je présente pendant l'exposition, c'est un travail que j'ai réalisé pendant une expédition qui a duré 3 mois au Groenland. C'est une expédition qui avait en partie une vocation scientifique, donc en lien avec l'Université de Liège, pour laquelle je suis parti sur l'expédition, et aussi en lien avec l'expédition Inumundo, qui est l'expédition à laquelle l'université s'est raccrochée pour aller faire sa mission scientifique. Et donc l'expédition Inumundo avait une vocation plutôt pédagogique, donc, dont le but c'était de communiquer principalement sur le ressenti ou le vécu du réchauffement climatique des populations groenlandaises. Parce qu'il faut savoir qu'au Groenland, le réchauffement est accéléré, donc les effets sont déjà beaucoup plus visibles là-bas qu'ici. Et donc les populations locales ont déjà eu beaucoup plus le temps ou l'occasion de voir les effets du réchauffement climatique chez eux. C'est intéressant et c'est vraiment utile. À l'époque où certains sont climato-sceptiques, des gens comme vous vont sur le terrain et voient concrètement ce que le réchauffement climatique engendre aujourd'hui. On va s'y intéresser. Mais d'abord, on va s'intéresser, moi je suis impressionné par la première photo, on va s'intéresser à votre formation. Vous êtes ingénieur de formation. Dans quel domaine? Que représente cette photo? Alors ça, c'est une photo qui pourrait résumer ma thèse. Alors il y a de l'anglais, il y a des mots barbares et tout ça. Mais donc moi, ma formation, c'est ingénieur électricien et j'ai fait ma thèse en computer vision. Donc c'est une branche du traitement du signal qui s'intéresse au traitement de la vidéo pour en retirer des informations quelle qu'elle soit. Et donc, dans le but de ma thèse, les informations que je voulais retirer, c'était essayer d'estimer l'information de distance des objets par rapport à une caméra qui bouge. Donc, l'idée ici, on peut voir sur l'image, on a une séquence d'images qui arrive, qui a été enregistrée par la caméra. Et pour chaque pixel de l'image, on veut essayer d'estimer la distance de l'objet qui a été enregistré pour ce pixel-là. Et donc, on voit en haut à droite ce qu'on aimerait bien avoir, donc ce qu'on appelle la vérité vraie. Et en dessous, on voit les différentes méthodes qui existent. Et donc moi, j'ai développé une nouvelle méthode pour faire ça, qui fonctionne mieux que les autres et qui répond à des besoins spécifiques qui étaient propres à un cadre qui a été fixé pour ma thèse. Pour bien comprendre, vous traduisez en modèle mathématique la profondeur de l'image de la photo, c'est ça? Traduire en modèle mathématique. Et puis après, avant le modèle mathématique, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a plein de contraintes qui font toute l'information n'est pas disponible dans l'image. Et donc, il faut après utiliser des algorithmes qu'on appelle de deep learning pour essayer d'interpoler ces informations qu'on n'arrive pas à extraire de l'image juste avec des modèles mathématiques. Donc, il y a des réseaux de neurones qui travaillent derrière pour essayer d'extraire cette information de façon la plus fiable possible. Réseau de neurones, c'est intelligence artificielle? C'est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Une sous-catégorie, ok. Par rapport à ce que vous faites, vos activités, l'intelligence artificielle est en train déjà aujourd'hui de jouer un rôle important, de plus en plus important. En computer vision. Est-ce qu'elle va vous éliminer un jour? J'espère que non. Ça, on n'est jamais sûr de rien, mais je pense que dans ce genre de domaine, l'intelligence artificielle ne nous remplacera pas, mais sera un outil qui nous permettra d'avancer plus vite ou de développer des méthodes. C'est ça. D'accord. Mais il faut toujours, en fait, ces algorithmes-là, ils ont des applications concrètes. Donc, par exemple, ici, ce genre de méthode-là, ça permet à des robots ou des machines d'interagir avec le monde en 3 dimensions. Donc, ça permet de faire de la robotisation. Et ça a une application concrète, donc il faut arriver avec un objectif derrière. Et donc, la machine ne va pas arriver avec un projet tout fait, il nous faut tel projet pour faire telle chose. Ici, c'est quand même des choses qui sont impliquées dans le monde de l'humain. Et donc, il faut
qu'il y ait des humains à un moment dans la boucle qui initient le projet, qui déterminent les contraintes, les spécificités de ce qu'il faut, le cahier des charges. Et puis alors après, on peut s'aider de l'intelligence artificielle pour essayer de gagner du temps ou de faire créer une partie, ou en tout cas de réaliser une partie du cahier des charges, mais il faut toujours un humain aux commandes derrière pour dire ce qu'on veut en fait finalement. Donc elle est là pour vous faciliter la tâche, Oui. mais pas pour vous remplacer. C'est A déjà priori, non. rassurant. Alors, autre passion, donc effectivement scientifique, de formation, vous venez nous expliquer ce que vous faites, mais aussi une grande passion pour la photo. C'est ça. C'est né comment ça? Je pense que c'est né par héritage. C'est mon père et mon grand-père aiment vraiment bien faire de la photo. Donc depuis tout petit, j'étais exposé aux photos de mon grand-père qui aimait bien ramener ses photos de voyage, montrer ses photos. Donc je me souviens quand on était petit, il faisait des séances photos où il montrait ses photos de voyage. Donc on s'asseyait tous dans son salon, il nous passait ses photos, il nous racontait son voyage. Donc j'avais été exposé aux photos à ce moment-là. Et depuis tout petit, j'étais curieux de prendre des photos. Et alors, mon grand-père, à mes 12 ans, m'a offert un tout petit appareil photo, un pocket numérique. Alors maintenant, des appareils photo avec une qualité aussi mauvaise, on n'en fait plus, même sur le smartphone plus bas de gamme. Donc c'est vraiment C'était déjà numérique. C'était déjà numérique. Il avait hésité à l'époque, savoir s'il voulait de l'argentique ou du numérique. Puis c'était dit, pour débuter, on va partir sur du numérique. Et puis après, c'est lui qui a changé vers le numérique, finalement. C'est ça? Et puis donc, j'ai eu mon premier appareil photo comme ça. Et alors, j'ai fait quelques années avec. Et alors après, avec mon argent de poche, je m'en étais acheté un peu plus complet. Donc il y avait déjà un zoom à l'époque. Et il y avait moyen d'avoir un peu de contrôle sur les paramètres de la photo. Donc ça m'a permis de continuer à prendre des photos, d'évoluer, de refaire 2-3 tests. J'ai continué comme ça pendant plusieurs années. Et puis j'ai alors acheté un mirrorless, donc c'est comme un réflexe mais sans miroir, qui m'a permis d'aller encore plus loin dans la photo parce que j'avais encore plus de contrôle, les photos étaient de meilleure qualité et donc ça m'a permis d'aller encore plus loin, d'apprendre encore plus de choses et de développer vraiment ma passion. Et puis alors j'ai encore changé, donc c'est mon 4e appareil là. Ah oui. Chaque fois on monte un petit peu parce que vous voyez le matériel photo ça coûte quand même cher, donc on se dit on va pas directement mettre une grosse somme et donc c'est chaque fois tester un peu le terrain et puis après on franchit l'étape quand on pense qu'on en a l'utilité. Donc les photos, j'adore voyager. Donc c'est principalement, moi, ma passion, c'est vraiment les photos de paysages, de nature, et peut-être un peu plus de voyage aussi. Parce que j'adore voyager de façon simple. Donc j'aime bien me promener dans la nature, en fait, et juste être là au milieu de l'immensité, perdu au milieu de nulle part, juste me ressentir petit en fait, parce qu'il n'y a rien à faire dans notre monde actuel, on a quand même beaucoup de contrôle sur beaucoup de choses, et juste se ressentir un peu hors de ce contrôle, ça fait du bien, et se retrouver aussi un peu face à soi-même, ça c'est très chouette, et donc là un mode de voyage que j'aime bien, c'est la randonnée. On est où là? Alors là, on est dans le massif de Beldon en France, dans les Alpes. Alors je ne sais plus exactement le nom de ce lac, mais donc on a fait une randonnée de plusieurs jours en itinérance avec ma famille. Là, c'était avec ma famille. Et donc on avait les tentes et alors on bivouaquait d'étape en étape. Et alors là, on se promène donc avec tout le matériel qu'il faut pour faire 2-3 jours de randonnée comme ça. Tous photographes? Alors non. Non. Il y a toujours mon père qui accroche, qui a toujours son appareil, et moi, et alors le reste de la famille, c'est plus pour le plaisir des vacances. Donc là, on part je veux dire, cette photo-là, je l'ai prise dans le cadre des vacances familiales. Et donc, ça, c'est le genre de photo que j'aime encore bien prendre. Donc, des paysages naturels où on sent l'échelle justement de la nature. Donc là, ici, on a des montagnes, on joue avec les jeux de lumière. Donc les montagnes, on ne les voit pas vraiment, mais on devine qu'elles sont là, qu'elles sont grosses. Et alors en dessous, par exemple, là, on a des icebergs. Donc là, c'était au Groenland, cette photo-là, qui permettent un peu de remettre une échelle dans tout ça et de se voir... Vous avez un grand sens du découpage, je trouve. On verra dans d'autres photos par exemple ici. Ouais. Et est-ce que justement dans votre façon de prendre des photos, est-ce que votre formation scientifique intervient d'une manière ou d'une autre? Probablement un peu, parce qu'il y a, je veux dire, en ingénieur, il y a quand même une forme où on essaye de théoriser un peu les choses et de formaliser les choses pour après les appliquer. Donc,
il y a certainement un peu une forme de ça là-dedans. Donc, par exemple, quand j'ai commencé, on m'a dit à la règle des tiers, c'est bien d'avoir tel point d'intérêt sur la photo à tel endroit. Donc, au début, je respectais vraiment la règle des tiers à la lettre. Mais les règles sont bien pour avoir une idée générale pour un cadrage, mais il faut savoir, en fait, c'est ça le travail en fait, de l'artiste, c'est de savoir s'affranchir des règles quand c'est pas Il faut nécessaire. bien les connaître, bien les maîtriser, puis C'est après ça, oui. pouvoir s'en libérer. Et c'est très compliqué de les apprendre, en fait, parce que c'est un peu le ressenti de chacun. Et donc, lire un livre sur les règles, il faut les guidelines pour prendre des photos. J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'appels là-dedans. Donc, au final, c'est principalement du ressenti et du feeling, alors en essayant d'utiliser quand même quelques règles de composition C'est pour ça. garder. Pourquoi, par exemple, avez-vous choisi cette photo? On est où là? Donc là, on est à Liège, en dessous C'est un pont. en dessous du pont Albert. Le Point Albert, ok, d'accord. Et donc, quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est. Je voyage pas tous les jours, malheureusement. Et donc, dans la vie, tous les jours, j'aime bien aussi un peu me promener, prendre des photos quand j'en ai l'occasion. Vous êtes toujours avec votre appareil photo? Très souvent, oui. Ah oui, ok. Et donc là, par exemple, c'était un moment où j'allais me promener régulièrement le soir dans Liège pour essayer de prendre des photos. Alors Liège, c'est une chouette ville, mais quand on y habite pendant plusieurs années, on a vite fait le tour au niveau des photos. Donc ce qui m'amuse aussi beaucoup en photo, c'est essayer de prendre des points de vue qui sont moins communs et auxquels les gens sont moins exposés. Et donc par ici, par exemple ici, le Point Albert, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu comme ça. Donc ici, c'est vraiment de nuit. Alors on a les éclairages de part et d'autre du pont qui se jettent dans l'eau, en fait, c'est ça qui crée ces lignes blanches. Et dans cette photo, ce que j'aime bien, c'est la symétrie qu'on a, genre une symétrie quasi parfaite en horizontale, verticale. Pour un ingénieur, c'est très satisfaisant. Oui, j'imagine, j'imagine. Alors là, on part presque dans l'abstrait, là, non? Oui, oui, c'est un autre genre de photo que j'aime bien. Ça pourrait presque se rapprocher à la peinture, finalement. Vous n'avez jamais eu envie de peindre? J'ai un peu dessiné, mais la peinture, ça ne m'a jamais vraiment. Non. J'ai jamais essayé en fait. Peut-être que ça me plairait beaucoup, mais c'est pas quelque chose que j'ai essayé. Et donc ici, oui, c'est clairement l'idée de ce genre de photo, c'est j'adore prendre une photo et des fois qu'on se dise mais qu'est-ce qu'on voit en fait et en fait de prendre un détail qui existe dans la vraie vie. Auquel les gens n'ont pas spécialement fait attention, qui sont passés à côté. Bon, alors là, c'est un iceberg, donc la majorité des gens n'auraient pas pu voir cet iceberg, mais il y a d'autres, j'ai déjà pris d'autres photos où, voilà, ici, par exemple, c'est un ruisseau, je ne sais pas si vous connaissez le Naglaspo, c'est Oui. un ruisseau qui est juste à côté du Naglaspo. J'étais allé parce qu'il avait neigé ce jour-là, donc je m'étais dit que ça permettrait de prendre des chouettes photos de neige. Finalement, ce qui m'a amusé, c'était de prendre des longs temps de pause dans le ruisseau, et donc ça, c'est juste un ruisseau. D'accord. En temps de pause. Donc là, on joue avec les temps d'exposition. Et ça, pareil, c'est voir les choses un peu différemment. Donc là, c'est nouveau Liège. C'est nouveau le pont Albert Ier, mais pris cette fois-ci avec la photo qui est exprès. J'ai fait exprès de ne pas la mettre au point. Donc là, ça permet en photographie, quand on n'a pas la mise au point, si on a une ouverture suffisamment grande, on a ce qu'on appelle un effet bokeh. Donc en fait, c'est les points lumineux apparaissent comme des ronds de couleur sur le capteur, enfin, sur la pellicule si on utilise de l'argentique. Alors, indépendamment du Gunlan dont on va parler dans la suite de l'émission, quels sont les lieux que vous avez eu le plus de plaisir de photographier? J'ai eu la chance d'aller en Islande l'année passée. C'était vraiment un endroit extraordinaire. Ça, c'est très connu des photographes. Mais de manière générale, j'aime vraiment bien la montagne parce que c'est justement les endroits où on retrouve justement cette sensation d'échelle, de grande échelle en fait, qu'on n'a pas ici en Belgique par exemple. Genre, on n'a pas des collines qui font 1000 mètres de haut et on sent vraiment tout petit. Quoi. Donc, Vous aimez les perspectives? J'aime les perspectives, j'aime beaucoup jouer avec ça. Je trouve ça très amusant d'ailleurs, d'essayer d'un peu de remettre les choses en perspective et de jouer justement avec ces notions d'échelle, de mettre un truc tout petit à côté d'un truc très grand pour se rendre compte que le truc très grand est très grand. Parce qu'en fait, si on prend juste une falaise sans référence, en fait, on va avoir une photo de falaise, mais on va se dire, ok, la falaise, elle a quelle taille donc, si on a un oiseau ou une personne qui est à côté de la falaise, on peut se dire, ah oui, en fait, la falaise, elle fait 100 mètres de haut, elle fait 200 mètres de haut, elle fait 1000 mètres de haut, on n'en sait rien. Mais sans effet de contraste, en fait, c'est un peu l'idée, c'est un peu de jouer sur les contrastes entre les différentes tailles pour avoir des effets de perspective qui sont intéressants entre les différents objets de la photo. Quoi. Alors, on arrive dans la thématique liée à l'exposition. Ouais. Première photo assez évocatrice, évidemment. Ouais, donc, comme vous l'avez bien dit,
une des choses qui m'intéresse énormément en dehors de, on va dire, de mon travail et de la photo, c'est tout ce qui touche aux enjeux environnementaux. Donc, c'est des sujets sur lesquels je me renseigne énormément. Donc, je lis pas mal, je regarde pas mal de reportages. Donc, j'essaie vraiment de me faire une culture générale et un avis sur la question. Et donc, les enjeux environnementaux, en fait, pour l'instant, on parle énormément du réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment la préoccupation majeure de la plupart des gens, enfin des médias, quand on parle d'enjeux environnementaux, c'est souvent le réchauffement climatique dont on parle. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple la pollution des sols et des eaux, dont on parle beaucoup moins. Par exemple, un exemple de pollution des eaux qui est moins connu, c'est l'océan plastique dans le Pacifique. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Oui, bien sûr, oui. C'est un problème écologique majeur qui est, à mon sens, tout aussi grave que le réchauffement climatique parce que ça fait perdre la biodiversité, on ramène des produits toxiques dans la chaîne alimentaire qui, in fine, se retrouvent dans notre corps aussi. Mais c'est moins palpable en fait, et donc on en parle moins. Mais à un moment, j'imagine qu'on finira par en payer le prix et je pense que c'est des problèmes qui méritent qu'on s'y intéresse tout autant que le réchauffement climatique. Alors, la démarche qui est la vôtre et qui est naturelle, évidemment, c'est de s'informer. Ouais. Parce que le problème, c'est que quand on est dans les conversations de café du commerce, c'est le réchauffement climatique pour certains. Je n'y crois pas. Ce n'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire. Il faut s'informer. Ouais. Et vous allez justement chercher ces informations. Oui, et ça donne quoi alors plus vous vous documentez, vous arrivez à quelles conclusions? Que le réchauffement climatique est indéniable. Enfin, ça, et qu'au rythme des politiques actuelles, les engagements de la COP 21 vont probablement pas être respectés. Et donc j'ai de la chance, ici, quand je suis parti au Groenland, on a travaillé avec des climatologues. Et donc oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux aussi. Et là, pour l'instant, les dernières nouvelles qui viennent de sortir, c'est qu'on est en moyenne en avance de 20 ans sur les modèles climatiques. Donc ça veut dire que l'été qu'on vient d'avoir, les climatologues estiment que c'est un été qu'on n'aurait pas pu avoir avant 20 ans suivant leur modèle climatologique. C'était un été de 2043. Oui, c'est ça. C'est ça. Et on est déjà... Et on a 20 ans d'avance sur leur programme, on va dire, sur les prévisions qu'ils ont faites pour l'évolution du climat. Quoi. Donc, cette photo? Donc cette photo, c'est une photo pour illustrer le réchauffement climatique. Ici, donc, on est parti au Groenland dans le but justement de communiquer sur le réchauffement climatique. Et à un moment, on a rencontré des glaciologues qui allaient faire le relevé des stations météo sur des glaciers. Et donc, on allait les chercher. Donc, cette expédition s'est faite en bateau. Et on allait les rechercher en bateau. Donc, on voit le bateau au milieu de la photo. Et encore, cette photo, ce qui est assez choquant, c'est qu'on voit le glacier, un reste de glacier en haut à gauche. Oui. Et ce que les glaciologues nous expliquaient, c'est que 7 ans avant que j'ai pris la photo, quasiment toute la photo était recouverte par le glacier. Ok. Oui, il y avait peut-être un peu d'eau par là qui était déjà découverte, mais je veux dire, toute la surface rocheuse était recouverte par le glacier. Donc en 7 ans, le glacier s'est complètement retiré pour arriver à ce paysage lunaire en fait. Donc c'est très rapide en fait. À cet endroit-là, en fait, ce glacier-là a été étudié parce qu'ils font en moyenne 20 fois plus vite que les autres glaciers. Donc c'est pour ça qu'ils font poser des stations météo, mais les évolutions sont très très rapides. Ouais. Il n'y a que des solutions globales par rapport à une situation, je dirais par rapport à ce glacier. Il faut que le climat, le réchauffement freine, mais on ne sait rien faire de manière plus Une fois, je veux dire, le glacier, il est influencé par la température et on pourrait lui mettre une petite couverture, mais ce serait vraiment une emplâtre sur. Oui, ce serait ridicule. sur même pas une jambe de bois, sur un tronc. Ce serait vraiment ridicule. Donc oui, on a pour, on va dire, sauver ces glaciers-là, la seule façon, c'est de limiter le réchauffement. Ceci dit, en l'état actuel, même si maintenant on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre là directement, genre là on se dit que tout le monde hop on arrête, il faut savoir que ces glaciers-là vont continuer à fondre parce qu'il y a un phénomène, on va dire d'inertie, et donc là, je veux dire, ils ne fondent pas au fur et à mesure que la température augmente, ils fondent parce que la température a augmenté et ils n'ont pas encore fondu tout ce qu'ils devaient pour compenser l'augmentation de température qu'on a déjà aujourd'hui en fait. À ceux qui reconnaissent la réalité du réchauffement climatique, mais qui nous disent « oui, mais ce sont des cycles, ça a toujours existé par rapport à la vie de la Terre », et donc qui refusent d'imaginer, d'ouvrir les yeux sur le fait que l'activité humaine, aujourd'hui
créer ce réchauffement, vous répondez quoi? Il y a effectivement des cycles, mais les cycles, ils se déroulent ou ils évoluent sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Et ici, si ce sera un cycle, c'est un cycle qui se passe sur quelques dizaines d'années, et à l'échelle géologique, c'est ridiculement faible. Et effectivement, les cycles sont liés à plusieurs paramètres, dont les gaz à effet de serre. La nature émet effectivement des gaz à effet de serre naturellement, donc il y a, je veux dire, tout le vivant émet du CO2, sauf les arbres qui en capturent. Mais il y a aussi, par exemple, les volcans qui émettent des gaz à effet de serre. Il y a des mouvements géologiques qui peuvent émettre des gaz à effet de serre. Mais globalement, il y a une forme d'équilibre. Et en fait, nous, ce qu'on fait actuellement, c'est on rajoute des gaz à effet de serre par rapport à cet équilibre. Donc en fait, c'est vrai qu'on n'émet pas énormément de CO2 par rapport à ce que la planète émet toute seule, mais en fait, ce qu'on émet, c'est en plus de l'équilibre. En fait, c'est comme sur une balance. On crée des poids de bascule, c'est ça. Donc, vous pouvez imaginer une balance. Si on met on peut mettre des poids de 10 tonnes de chaque côté de la balance, mais si on vient rajouter 1 gramme d'un côté, ça fait pencher la balance. Et c'est exactement ça qu'on fait avec le CO2 ici. On n'émet pas énormément comparé à ce que la nature émet, mais on casse un équilibre qui vient faire, en fait, qui vient enclencher une dynamique qui ne serait pas enclenchée si on était toujours à l'équilibre. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Pas trop objectivement, mais ça va être compliqué parce qu'on a des sociétés qui ont énormément d'inertie. Et donc, arriver à limiter le réchauffement climatique au 1,5 degré visé par la COP21, on voit que ça va déjà être très compliqué. Et plus je discute avec des climatologues, plus je me rends compte qu'on n'a pas encore découvert tous les phénomènes de rétroaction ou de feedback positif. Donc c'est des boucles de renforcement en fait, donc, qui vont aggraver le réchauffement climatique une fois qu'il va être enclenché. Et donc je pense qu'on va aller vers un réchauffement, on va dire, qui est dans les pires scénarios envisagés pour l'instant. C'est ça. Est-ce que le progrès scientifique peut apporter des solutions ou partie de solutions? Il peut apporter une partie de solutions, à mon sens, mais je fais partie des personnes qui pensent qu'on ne pourra pas tout résoudre avec du progrès scientifique. D'accord. Donc ça peut être une partie de la solution, mais à côté, il va falloir s'adapter. Et parce que tout miser sur la science, ça paraît risqué, parce que ici, globalement, à mon sens, on a déjà des solutions qui seraient bien suffisantes pour réduire, voire annuler les émissions de gaz à effet de serre, mais ça impliquerait par exemple de modifier nos modes de vie et tout ça. On ne veut pas le faire parce que ce n'est pas confortable, ce qui peut se comprendre, mais d'un autre côté, le choix qu'on fait en faisant ça, c'est prendre un pari sur le fait que la science serait capable de résoudre le problème dans 20 ou 30 ans, mais ça paraît risqué. Et disons que ce pari-là, s'il est raté, ben, on ne pourra pas revenir en arrière et se dire « Ah zut, on a dû faire ça ». Donc, l'autre thématique, c'est la biodiversité. Oui. Ça aussi, c'est un enjeu phénoménal. Nous sommes en train de détruire des espèces. C'est une catastrophe, ça, non? Oui, on ne va pas retaper sur le clou encore longtemps dessus, mais oui, non, c'est un problème. Pour moi, quand je parlais des enjeux environnementaux, il y a aussi la perte de biodiversité. On en parle, mais de nouveau beaucoup moins que le réchauffement climatique. Et on pourrait se dire, bon, à quoi ça sert? Mais en pratique, il y a plein de choses qui font que notre monde actuel fonctionne comme il fonctionne, parce qu'il y a toutes ces espèces invisibles ou moins visibles, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui font que ça tourne. Et pour l'instant, il n'y a rien à faire. On observe un déclin monumental de plein d'espèces. Alors sans même parler des espèces qui sont en voie de disparition parce qu'on les a trop chassées, trop pêchées ou quoi que ce soit, il y a un déclin majeur sur pas mal de populations. Donc, par exemple, les insectes. Alors j'ai pris une belle photo d'insectes parce que c'est difficile de représenter une perte de biodiversité. Mais je me souviens quand on était petit, qu'on partait en vacances, le pare-brise de la voiture était recouvert d'insectes écrasés. Maintenant, bon, si on a 3, on a écrasé beaucoup de mouches. Mais je dirais des études scientifiques qui montrent qu'on a perdu, je pense, 80% de la biomasse d'insectes en Europe. Oui. Donc ça veut dire que je pense que c'était sur 20 ans leur étude, donc sur 20 ans, on a perdu 80% des insectes, enfin de la masse des insectes. Donc ça veut dire qu'on a 5 fois moins d'insectes qu'avant.
Et alors, le problème, sont les insectes, c'est la base de la chaîne alimentaire pour pas mal d'espèces. Donc, il y a moins d'oiseaux aussi. Enfin, oui, il va y avoir moins d'oiseaux. Et puis, tous les problèmes qui vont s'en suivre. Donc, si on a moins de pollinisateurs, on ne pourra plus non plus. Ils pourront peut-être plus polliniser toutes les fleurs. Donc, on va peut-être aussi avoir des problèmes au niveau de la chaîne alimentaire pour nous, parce qu'on dépend énormément des pollinisateurs pour tout ce qui est fruits, légumes, enfin, plantes en général. Fait tout ce qu'on mange de végétal, une grande partie vient des pollinisateurs. Donc si on n'a plus de pollinisateurs, on n'a plus de nourriture et nous-mêmes sommes impactés à ce niveau-là. La nature est un grand théâtre, on est tous des acteurs sur la C'est scène. ça. Et si on enlève certains acteurs, la pièce ne se joue pas comme on aime bien se voir comme étant au-dessus de tout ça. On est dedans plutôt. Mais on est clairement dedans et on doit jouer avec. Et pour l'instant, le mode de fonctionnement, c'est pas on veut jouer avec, c'est on veut s'affranchir de tout ça encore plus. Mais ça ne va pas fonctionner. Enfin, à mon sens, je pense que ça ne va pas fonctionner. Alors, ici, c'est l'expédition. C'est l'expédition. Donc ici, ça c'est l'expédition Unimodo, donc à laquelle l'université s'est raccrochée pour sa mission scientifique. Et donc la mission Unimodo, l'idée c'était de partir de Saint-Malo à la voile pour aller au Groenland et alors naviguer au sud du Groenland justement pour aller dans différents villages, rencontrer les populations locales et tout ça. Et donc l'intérêt d'avoir le voilier, c'est que le Groenland, c'est une grosse île, donc c'est la deuxième plus grosse île du monde, qui a une superficie de 4 fois la France. C'est très peu peuplé, donc il y a 56 000 habitants. Liège, il y a 200 000 personnes. Et donc là, l'endroit où on est allé s'appelle la commune Kujalleq, qui est une entité administrative qui s'apparente à chez nous l'entité communale. Ils ont 6 000 administrés, mais c'est la superficie de la Belgique. Et donc tous les gens vivent sur les côtes et la densité de population est tellement faible et le relief est tellement particulier qu'entre les villages, il n'y a pas de communication routière ou terrestre. Et donc tout se fait soit par les airs, soit par l'eau. Et donc l'avantage du voilier, c'était qu'on pouvait très facilement être libre de se déplacer d'un endroit à l'autre sans contrainte et donc de pouvoir rencontrer les gens. Donc ça impliquait de faire la transatlantique. Donc ça, c'est moi qui fais la transatlantique avec les autres. C'était pas facile. C'est déjà une première expédition, effectivement. Ouais. Quand vous arrivez là-bas, vous recueillez des témoignages, vous les recueillez de quelle manière C'est principalement rencontrer, essayer de se créer des points de contact sur place. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans le chef-lieu, donc c'était la grande ville, donc 3000 habitants, folie. Donc un peu rencontrer les gens, donc ça un peu se promener. Les gens, on les rencontre dans les cafés, donc on est avec 2-3 fois dans des cafés, un peu discuter avec les gens et tout ça. Et puis, en discutant avec les gens, il y a des opportunités qui se créent. Donc en fait, ils disent « Ah, mais oui, mais c'est intéressant ce que vous faites. Moi, je connais un tel qui est dans tel village et qui fait des expériences, par exemple, pour voir quels légumes peuvent pousser maintenant. Ou dans tel village, vous pourrez aller voir, ils élèvent des moutons, ce genre de trucs. Donc c'est vraiment au contact des gens, en fait, on trouve des opportunités pour aller rencontrer d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur place, au niveau du réchauffement climatique? Voilà, qu'est-ce qu'ils vous disent c'est quoi leur vécu, leur ressenti, leur prise de conscience? Pour eux, il n'y a pas photo. Je veux dire, ils voient les glaciers circuler. Alors nous, on est resté fort dans le sud, qui est quand même un climat, on va dire, relativement tempéré comparé au nord. Donc le Groenland, c'est vraiment une île qui est assez longue et qui s'étend sur plusieurs latitudes. Donc au sud, c'est en dessous du cercle polaire et au-dessus, c'est vraiment très au nord. Donc le climat n'est pas pareil. Au nord, c'est vraiment polaire et au sud, c'est plus tempéré. C'est un climat de toundra, comme ils appellent ça. Donc c'est pas nécessairement aussi glaciaire qu'au nord, mais ils voient tous la glace circuler. Eux, ils vivent énormément de la pêche. Ils disent qu'ils commencent à voir arriver des espèces de poissons exotiques, donc, qui arrivent d'eau plus tempérée. Ils ont des fermes expérimentales justement où ils essayent de faire pousser, de voir quels légumes poussent, parce qu'avec le réchauffement climatique, maintenant, l'agriculture peut être envisageable à cet endroit-là pour certaines variétés de plantes. Alors que ce n'était pas le cas avant. Avant, il faisait trop froid. Ok. Avant, ils avaient quoi? Je pense qu'ils avaient quand même des pommes de terre et de la rhubarbe, mais voilà, ça ne fait pas, ça fait pas vivre un homme. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent commencer à cultiver, par exemple là, ils essayaient de faire pousser des carottes, ils faisaient pousser des fraises sous serre, et alors ils essayaient plein de légumes, genre des salades, des choux et ce genre de trucs. Ça pousse quand même pas très très bien, mais ils commencent à pouvoir le faire alors qu'avant c'était pas envisageable. C'est ça. Et
Donc oui, voilà, il y a plein de... Et un autre phénomène dont beaucoup de gens parlaient, mais qui est, je veux dire, mal lié à la problématique du réchauffement climatique, c'est qu'eux vivent pas mal d'exode urbain, donc les jeunes générations euh, n'aiment pas vivre dans des petits villages d'une centaine de personnes, et donc Et ils partout partent. alors? Au Soit ils partent Danemark? dans les grandes villes, ou alors ils s'en vont au Danemark. C'est ça. Mais il y en a quand même beaucoup qui préfèrent aller dans les villes groenlandaises plutôt que de s'exiler, enfin de s'expatrier au Danemark. Mais je veux dire, il y a pas mal de villages où on allait visiter, il y avait, je veux dire, une bonne partie des maisons qui étaient abandonnées, juste parce qu'il n'y avait personne pour les reprendre, et parce que les gens étaient partis finalement. Donc, Le réchauffement climatique les inquiète? euh, pour eux, c'est un mélange d'inquiétude et d'opportunité, parce qu'il y a des choses qui changent. Donc, par exemple, les poissons, qui pour eux, c'est vraiment la base de l'économie là-bas, c'est le poisson. Donc pour eux, c'est une source d'inquiétude de savoir quels poissons vont rester, quels poissons vont arriver, est-ce qu'ils vont Parce pouvoir... que des espèces en détruisent d'autres, j'imagine. Oui, ou alors même sans détruire, si les eaux se réchauffent, peut-être que la température de l'eau n'est plus convenable pour certaines espèces de poissons qui, elles, migrent encore plus Voilà, vers le nord. Et donc, en d'accord, fait, oui. tout le monde se décale un petit peu. Bon, alors, c'est très lent, mais je veux dire, eux se posent la question de savoir quels poissons ils auront en quelle quantité dans quelques années. Euh, et alors, c'est aussi des opportunités parce que le Groenland, en fait, c'est une île très grande, mais qui est recouverte par l'Island 6, qui est en fait une énorme calotte polaire. Donc un très gros glacier qui fond par les bords. Donc en fait, les bords se reculent vers le centre. Et donc ça découvre en fait des nouvelles terres. Et donc dans ces nouvelles terres-là, on trouve des minéraux qui n'ont pas encore été exploités. Donc pour eux, ça pourrait être une opportunité pour se développer un peu économiquement. Ah oui. C'est votre groupe, ça? Ça, c'est l'équipage avec lequel on est parti. Donc, si je reprends de gauche à droite, il y a Thomas qui était photographe, puis il y a moi. Il y a Tobias qui était un des deux skippers et organisateur de l'expédition. Sophie qui était skipper aussi et directrice de l'expédition. Donc elle a co-organisé l'expédition Unimodo avec Tobias. Il y a Lucas qui était vidéaste aussi et Julien qui prenait des photos pour l'expédition. Combien de temps de Saint-Malo au Groenland? 13 jours. 13 jours. 13 jours pour l'aller et un peu plus court au retour, mais j'ai pas fait le retour, on va dire. Donc ça, c'est Christian qu'on a rencontré. Donc lui, c'était le doyen du village, d'un des villages de la côte où on s'est promené, qui nous expliquait justement qu'il a vu pas mal de changements. Donc lui, même pour eux, les populations locales, outre le réchauffement climatique, il y a eu pas mal de développement parce qu'au début, les Inuits étaient quand même une population assez nomade, qui sont sédentarisés progressivement avec l'arrivée des Danois. Et donc lui, par exemple, expliquait que son père chassait toujours au kayak. Donc le kayak, c'est une invention inuite. C'est le mode de chasse et de pêche traditionnel pour eux. Donc ils chassaient avec ça. Donc il expliquait par exemple que son père s'est fait noyer en fait en essayant de chasser le phoque en kayak. Donc lui a vraiment vu une évolution Ah oui, très forte phénoménal. de technologie, de progrès entre sa jeunesse et maintenant. Et il disait qu'il y a des choses qui regrettent un peu, comme le mode de, il est pas tout, lui, Christian par exemple, n'était pas tout à fait d'accord avec le mode de consommation qu'on a actuel. Lui il dit, voilà, il y a au Groenland, ils ont des permis ils ont des quotas pour chasser la baleine parce que c'est une de leurs sources de nourriture locale et ils n'ont pas beaucoup de sources de nourriture, donc il faut qu'ils en profitent. Donc ils ont des quotas pour chasser la baleine, mais ils sont énormément critiqués par les associations environnementales. Mais il dit, il demandait qu'est-ce qui est mieux, chasser une baleine une fois par an qui a eu sa vie dans l'océan et voilà, qui a vécu normalement et qui a vécu sainement et tout ça, ou manger du poulet qui a été élevé en élevage intensif, en batterie, qui n'a jamais vu la lumière du jour et ses pattes se cassent parce qu'il a grossi tellement vite qu'il ne sait plus supporter son propre poids. Donc, Il nous ramène il nous ramène un peu à nos propres contradictions, quoi. Et alors là, c'est les dernières photos, c'est l'aspect scientifique. Oui, c'est alors. ça. Donc ici, l'Université de Liège a monté ce qu'on a baptisé le projet Katabata. Donc ce projet s'est monté par l'analyse des modèles climatologiques développés à l'Université de Liège par Xavier Fettweis. Et sur base de ces modèles-là, ils ont constaté qu'il y a deux sources de vent qui se combinent vraiment bien au sud du Groenland, qui font qu'il y a un vent qui est assez puissant et relativement constant qui souffle à cet endroit-là. Et donc ça pourrait être une bonne source, en fait, un bon endroit pour mettre des éoliennes, parce que les éoliennes, forcément, elles ne produisent de l'électricité que quand il y a du vent. Et par exemple, en Belgique, les éoliennes, on estime qu'elles tournent
qu'elle produise en moyenne que 30% de ce qu'elle pourrait produire si elle produisait tout le temps. Alors que par exemple, à cet endroit-là, suivant les modèles, ils estimaient que ça pourrait produire, si je me souviens bien, c'est 60% de l'équivalent de si l'éolienne tournait à temps plein, tout le temps. Sauf que ces observations étaient faites sur base d'un modèle climatologique et il n'y avait pas beaucoup de données terrain en fait pour me vérifier le modèle à ces endroits-là. Et donc l'idée, ça a été de financer en fait l'achat et l'installation de stations météo à des points un peu intéressants pour voir justement si le modèle météo fonctionne bien et s'il fait des prédictions ou des prévisions qui sont fiables. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller installer des stations météo pour avoir des données terrain qui permettent de valider ou pas le modèle. Cette photo? C'est une photo, donc c'est quand on installe les stations. Donc la station, c'est un mât de 10 mètres. Qui se replie, donc on voit qu'il y a un système en fait avec un pivot pour abaisser le mât. Et alors dessus on installe au sommet on installe l'anémomètre. Alors c'était assez sportif parce que les stations pèsent 250 kg. Il fallait les installer à des endroits où il n'y a personne en fait, parce que c'est des endroits qui sont, enfin il n'y a pas beaucoup d'habitants et les habitants ils se mettent justement à des endroits où il n'y a pas trop de vent, donc il fallait les mettre à des endroits là où il y a beaucoup de vent. Donc c'est des endroits très reculés. Et on n'avait pas de véhicule ou de moyen de locomotion, donc on a dû transporter un dedans, donc c'était assez sportif. Avec des conditions climatiques aussi difficiles. Les conditions climatiques du sud du Groenland qui sont assez aléatoires. Donc, on a eu quelques jours de beau temps, mais on s'est souvent battu contre du très mauvais temps. Donc, par exemple, quand on les a installés, donc j'y suis retourné, ça c'est une photo de la deuxième fois que j'y suis allé pour faire de la maintenance, mais quand on les a installés, c'était vraiment une bataille avec la météo où on se dit ok maintenant on a un créneau d'une journée pour aller installer la météo et puis pour aller installer la station et puis il faut aller se remettre à l'abri au port parce que pendant 3 jours on a des vents à 100 à l'heure et des pluies donc on ne peut surtout pas sortir, enfin il vaut mieux pas tout le temps chercher des fenêtres. Donc là il fallait vraiment viser les créneaux et donc oui on a installé des stations météo avec du vent et de la pluie. C'était pas très confortable, on va pas se mentir. On arrive à la fin de cette émission. Quel livre prendriez-vous avec vous? Alors, je ne suis pas étonné évidemment du choix. J'ai choisi l'Atlas Obscura, qui est en fait un livre qui reprend 650 lieux un peu particuliers sur Terre. Et donc en fait, ils ont répertorié des lieux qui sont un peu moins connus et qui sont intéressants à visiter, qui sont insolites en fait. Par exemple? Ça va de... Il y a de tout. Il y a des lieux naturels, il y a des monuments, il y a... ici en Belgique, je pense que j'avais vu, je ne sais plus dans quelle ville c'est, mais c'est un endroit où il y a quelqu'un qui avait essayé de faire un genre de Wikipédia de l'époque. Donc en fait, l'idée c'était de remplir des fiches sur plein de sujets différents et donc d'avoir une énorme, on va dire, bibliothèque de fiches descriptives. Ah, c'était dans le Hainaut, ça oui. Un peu l'ancêtre de l'Internet, oui. C'est ça, oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est un lieu, je ne suis pas encore allé visiter, mais je ne connaissais pas avant. Et donc il répertorie par pays, alors c'est chouette pour voyager. Donc si je suis sur une île déserte, j'ouvrirai certainement l'Atlas Obscura pour voir s'il n'y a pas un lieu insolite à visiter à proximité. À proximité. En tout cas, un lieu à visiter en dehors de tous ces lieux-là, c'est votre exposition. Oui. Donc c'est jusqu'au 29 octobre. Au Forum des Pyramides Welkenraad et on découvre effectivement toute l'expédition. Oui, c'est ça. Bah, ici, j'ai fait exprès de ne pas mettre des photos de l'expédition que j'expose. Mais oui, c'est des photos qui sont de l'expédition Inumundo et du projet Katamata. Et alors, le 26, je présente les photos en soirée à 19h30. Pour, voilà, justement... Avec une conférence alors? Oui, c'est ça, c'est une conférence un peu plus dynamique où on va pouvoir interagir et je vais pouvoir justement présenter plus la raison de chaque fois, pourquoi j'ai choisi cette photo-là et qu'est-ce que cette photo-là, de quoi je vais parler avec cette photo-là, parce que l'idée de cette exposition, c'est d'avoir aussi un peu un but pédagogique, donc de présenter le sud du Groenland, de façon assez large, donc au niveau de la géographie, au niveau de comment les gens vivent sur place, et aussi forcément au niveau du réchauffement climatique. Donc l'idée, c'est un peu de présenter de façon dynamique tout ça à travers les photos. Donc jusqu'au 29 octobre pour l'expo, oui. Et le 26 à 19h30, votre conférence, votre présentation, donc photo par photo, et un peu la raison d'être des choix. Merci à vous. Avec plaisir. Et merci de nous avoir une fois plus, et c'est bien nécessaire, conscientisé sur tous ces enjeux. Il n'y a jamais une fois de trop par rapport à ces questions. Merci à vous. Merci. On referme l'album et puis nous on se retrouve dans une semaine, 20h30 tous les lundis, c'est sur Vedia. C'est aussi sur les autres médias de proximité, sur Ovio et sur vedia.be. Bonne soirée à tous et à tous. À bientôt.